la langue de bois monumentale, la langue de bois monumentale de l'autocrate camerounais Paul Biya lors de la 80e commémoration du débarquement de Provence en France. Le despote camerounais au pouvoir depuis 1982, soit 42 ans, dans l'incapacité de gouverner positivement et de transformer le Cameroun, et qui n'a désormais pour projet que de mourir au pouvoir et d'essayer de sauver ses arrières en imposant les siens à la tête du Cameroun, a répondu à l'invitation du président français Emmanuel Macron et est venu commémorer le débarquement de Provence en 1944, qui vit l'armée de résistance française, coordonnée par le général de Gaulle, et essentiellement composée de troupes africaines débarquées en France pour libérer le peuple français qui était réduit en esclavage par le nazisme allemand. Monsieur Biya, qui est un affreux dictateur, dont les prisons sont remplies de prisonniers politiques au Cameroun, qui a échoué à moderniser l'économie camerounaise, qui a détruit les libertés publiques au Cameroun, qui a détruit la moralité publique au Cameroun, comme en témoigne le dernier scandale dont sa propre fille est responsable. Monsieur Biya représente précisément ce que les Africains ne veulent plus voir dans les palais présidentiels. Mais il est allé à la commémoration du débarquement de Provence et il a tenu un discours camouflé dans lequel, en fait, il dénonce le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme, sans avoir le courage de désigner clairement les puissances qu'il critique. Je voudrais décrypter avec vous le monument de langue de bois d'un dirigeant issu du néocolonialisme et du colonialisme français, que Paul Biya vient de délivrer, eh bien, en Provence, en France. Un discours indigne, manquant de courage. Un discours dans lequel un vieillard de plus de 90 ans est incapable d'appeler un chat et passe son temps à y appeler un chat un animal poilu qui miaule et qui a des griffes. Je pense que l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara devrait inviter dans son université de la langue de bois ici au Mali, il devrait inviter son doyen et précurseur Paul Biya. Parce que là, le discours que Paul Biya vient de délivrer en France, c'est un monument de l'art politique france-africain. C'est ce qu'on leur a enseigné à l'école coloniale française. Avancer masqué, ne jamais clairement afficher ses ambitions, ne jamais s'exprimer d'une manière claire pour les peuples, ne jamais dénoncer de manière précise les injustices que l'on subit, car on ne sait jamais de quel côté se trouve le profit. Oui, je voudrais analyser le discours de Paul Biya devant le président français Emmanuel Macron comme un monument de la mauvaise foi, du cynisme, de l'hypocrisie, de la lâcheté dont les peuples africains ne veulent plus. Et voilà pourquoi, dans mon pays natal, le Cameroun, il va falloir que cela change. Il va falloir que cesse la dictature du mensonge, de la violence, la dictature de l'égoïsme, du narcissisme, la dictature de la lâcheté, que cesse la dictature de la langue de bois. Des générations entières d'Africains sont en train de grandir en pensant que faire de la politique, c'est savoir mentir. Que parler un langage politique, c'est savoir camoufler les vérités.
Que faire de la politique, c'est avoir la langue fourchue. Pourquoi beaucoup d'Africains grandissent-ils en pensant que politique égale mensonge, égale filouterie, égale entourloupe? C'est à cause du type de dirigeants que nous avons. C'est à cause de dirigeants du genre Paul Barthélémy Biya, Ouattara Draman. C'est à cause de ce type de dinosaures de la France-Afrique que les Africains, de génération en génération, grandissent en ne sachant pas que la politique au sens noble, c'est le service du bien commun. La politique est un art sacerdotal. Celui qui s'engage en politique doit s'engager à servir le bien commun. Et qui dit servir le bien commun dit agir en vérité, agir en justice, agir en solidarité avec chacune et chacun des membres de la communauté humaine qui vous est confiée. Il faut critiquer ce type de discours pour que émerge partout en Afrique, émerge au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, émerge partout au Togo, émerge au Bénin, émerge en Côte d'Ivoire, émerge partout en Afrique, une génération d'hommes politiques, de femmes politiques qui parlent un langage clair. Il faut critiquer les amateurs de la langue de bois, qui leur a été enseigné par les colons, parce que les colons avaient besoin de diviser pour mieux régner. Les colons les ont formés à nous diviser pour mieux régner sur nous. Et ils ont fini par faire croire à beaucoup d'Africains que c'est celui qui s'exprime d'une manière que personne ne comprend qui est le plus intelligent. Alors, je vais, sans plus tarder, m'intéresser au discours de M. Paul Biya, qui a été publié sur le site de la présidence de la République du Cameroun. J'ai le discours ici. Je vais vous lire paragraphe par paragraphe et commenter paragraphe par paragraphe. C'est-à-dire que, d'abord, je vais vous dire simplement ce qu'il a voulu dire, puisqu'il n'a pas le courage de dire clairement ce qu'il veut dire. Et je vais aussi vous expliquer à chaque fois pourquoi il est incapable de dire toute la vérité. Pourquoi une bonne partie de ce qu'il sait et qu'il doit dire est bloquée dans son ventre. Pourquoi Paul Biya dit des demi-vérités. Pourquoi il ment. On va voir cela paragraphe par paragraphe. Et on va comprendre que c'est un malheur pour le Cameroun d'avoir eu cet homme à sa tête maintenant depuis 42 ans. Et qu'un tel malheur ne doit pas se reproduire. Le peuple camerounais doit se battre. Il s'est battu autrefois contre le colonialisme français. Le peuple camerounais a livré une guerre de résistance de plus de 25 ans, qui lui a coûté plus d'1 million de morts, notamment dans les pays Bamileke et Bassa, bastions de la résistance panafricaniste, révolutionnaire, nationaliste, et bien du XXe siècle camerounais. Le peuple camerounais devra reconstituer sa colonne vertébrale, redonner sa télécommande à des dignes fils et filles de la patrie africaine du Cameroun, afin d'entrer dans ce XXIe siècle par la porte des grands. Bon, prenons le discours de M. Biya. Qu'est-ce qu'il dit? Monsieur le Président de la République française, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord remercier le président Emmanuel Macron pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je prenne part au 80e anniversaire du débarquement de Provence. Je vous fais remarquer que Paul Biya a 92 ans, pratiquement. 91 ans, il est né en 1933. Nous sommes en 2024. Le débarquement de Provence a eu lieu en 1944. C'est-à-dire que Paul Biya avait pratiquement 12 ans. Plus de 12 ans, quand le débarquement de Provence eut lieu. Et il est toujours président. Je voudrais déjà que vous constatiez l'incongruité qu'il y a à avoir un dirigeant qui est président depuis 42 ans, qui vient fêter un débarquement qui a eu lieu 12 ans après qu'il soit né. Or, l'écrasante majorité du peuple camerounais est née après 1960. Je voudrais le remercier également pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi. Ça, c'est du formalisme protocolaire. Je salue ensuite votre présence ici, vous tous qui avez effectué ce déplacement pour vous retrouver en ce lieu inauguré en 1964 par le général de Gaulle, alors président de la République, en présence de nombreux combattants de France et d'Afrique, à l'occasion du 20e anniversaire de ce même débarquement de Provence. C'est important que vous vous rendiez compte que Paul Biya est content d'être là parce qu'il s'agit de célébrer ce qu'a fait le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est un héros français parce que c'est lui qui a organisé
la résistance de la France contre la domination nazie, en s'appuyant sur les Anglais, sur les Américains et surtout sur les troupes noires africaines issues des colonies françaises d'Afrique. De Gaulle est un héros pour les Français. Mais pour les Africains qui connaissent l'histoire, De Gaulle est un bourreau. Car c'est lui qui a organisé la pseudo-décolonisation de l'Afrique. C'est lui qui a organisé les indépendances proclamées. Alors qu'en réalité, l'armée française conservait la mainmise sur les territoires de ses anciennes colonies. La France continuait à pomper les richesses des anciennes colonies à travers l'arnaque de la monnaie coloniale et néocoloniale du franc CFA, une monnaie purement française. La France continuait de choisir à la place des peuples africains les dirigeants de ces anciennes colonies africaines, d'accord? La France continuait à contrôler la circulation des idées dans l'espace de ces anciennes colonies africaines à travers les organisations de la francophonie. Le grand organisateur de cette domination déguisée et appelée faussement indépendance accordée par la France, c'est M. de Gaulle. Voilà pourquoi j'ai toujours dit Charles de Gaulle, héros pour la France, bourreau pour l'Afrique. Car la situation dans laquelle l'Afrique est plongée, notamment l'Afrique dite entre guillemets francophone, depuis 64 ans, c'est le résultat de l'arnaque de De Gaulle. Si aujourd'hui, plus de 15 pays africains de la zone CFA sont bloqués dans le sous-développement, plusieurs ont été classés pays pauvres très endettés, c'est en raison de l'arnaque de De Gaulle, qui d'une main a accordé des indépendances formelles et de l'autre a retiré les souverainetés substantielles, souveraineté militaire, souveraineté monétaire, souveraineté politique et souveraineté culturelle aux pays dont il prétendait reconnaître l'indépendance. Paul Biya vient célébrer en réalité celui qui a imposé aux Africains des dirigeants africains jamais élus. Et Paul Biya vient ici saluer son maître, De Gaulle, car Biya est issu du milieu gaulliste africain de la fin des années 50. Ce milieu gaulliste compte en son sein au Cameroun, à la fin des années 50, un certain Louis-Paul Ojula, représentant des colons français du Cameroun, qui va faciliter l'entrée de Biya à l'école des hautes études d'outre-mer, l'école coloniale française, et par la suite qui va favoriser sa réintégration dans la nouvelle administration du Cameroun pseudo-indépendant. C'est grâce à cela, grâce à ces colons français, que dès 1961, Paul Biya, que vous voyez, va intégrer la haute administration camerounaise et le cabinet du premier président imposé par la France au peuple camerounais, au détriment du véritable mouvement indépendantiste camerounais, l'Union des populations du Cameroun, de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, d'Osende Afana, d'Ernest Wandier, hein? Eh bien, d'Abel Kingé et consorts, eh bien, Ahidjo va avoir Biya à ses côtés parce que tous les deux ont été imposés à la tête du Cameroun par la puissance coloniale française, par De Gaulle. Donc, Biya est là pour remercier ceux qui l'ont placé au pouvoir, car il n'a jamais été élu régulièrement à la tête du Cameroun. De 1960 à 1982, Amadou Barbatoura Ahidjo, comme nous l'appelions, gouverne le Cameroun dans le sang, la sueur et les larmes. Il impose un État unitaire en procédant à des violations massives des libertés publiques. Les prisons politiques sont pleines, les Camerounais qui ne sont pas d'accord avec la pseudo-indépendance sont contraints à l'exil, d'autres sont tués, certains sont emprisonnés sans procès. Et en 1982, Amadou Ahidjo, à qui on a fait croire qu'il souffre d'une maladie mortelle, démissionne de la présidence de la République et confie le pouvoir à son dauphin constitutionnel qui, depuis 1975, est son premier ministre, il s'appelle Paul Biya. Et de 1982 à nos jours, Paul Biya n'a jamais accepté une compétition électorale égalitaire avec qui que ce soit. Il a gouverné par le mensonge, il a gouverné par la fraude électorale, il a gouverné par la violence, il a gouverné par la corruption, il a gouverné avec le soutien du néocolonialisme français et plus largement de l'impérialisme occidental. Voilà la vérité de son pouvoir. L'homme que vous voyez en Provence en train de saluer la mémoire de De Gaulle, il est reconnaissant à De Gaulle parce que c'est De Gaulle et son homme de main Jacques Faucard qui nous ont imposé Amadou Ahidjo et Paul Biya.
Amadou Ahidjo et Paul Biya, les deux premiers présidents de la République du Cameroun, sont tous des créatures du colonialisme et du néocolonialisme français. Écrivez ça. Je suis en train d'en profiter pour vous instruire. Pourquoi il vient là, à la commémoration du débarquement de Provence? Parce que De Gaulle est son maître. Parce qu'il doit sa carrière à De Gaulle. Il a été sélectionné par l'élite gaulliste. Il a été flanqué aux côtés, précisément, d'Ahidjo, dès 1961, le Paul Biya qu'on voyait là. Et quand Ahidjo s'est mis à faiblir, la France l'a encouragé à choisir une de ses pupilles. C'était Biya. Voilà pourquoi, en 1987, devant la télévision internationale française, on lui a demandé quelle était sa posture par rapport au président français François Mitterrand. Paul Biya a répondu que lui, il était le meilleur élève de la France. Et qu'il se voyait comme le meilleur élève du président Mitterrand. Donc, de ce point de vue, Paul Biya a toujours donné toutes les garanties au néocolonialisme et au colonialisme français d'être reconnaissant et d'être son fidèle serviteur. Nous ne sommes donc pas étonnés de sa présence à cet endroit, car en effet, son allégeance au colonialisme et au néocolonialisme français est à l'origine de sa carrière politique. Je vous rappelle que Paul Biya n'est pas entré en politique par des élections. Il est entré en politique par nomination. Et il est resté en politique par nomination. Et il gouverne le Cameroun parce qu'il possède un stylo pour faire des nominations. Jacques Famin-Ndongo, un de ses ministres, ne s'est pas gêné pour dire que lui, Jacques Famin-Ndongo, était une créature de Paul Biya. Parce que tout ce que vous voyez au Cameroun avec des postes, ministre de ceci, ministre de cela, directeur de ceci, ils sont des créatures. Qui crée? Mais c'est lui qui nomme. Sur haute instruction. Et celui-même qui crée ces créatures politiques épouvantables qui constituent le régime autocratique camerounais, lui, il a été créé par une nomination gaullienne. Vous avez compris? Ce sont les enfants de Foccart qui tiennent le Cameroun jusqu'à cet instant. Foccart de Gaulle. Donc, tous ceux qui se promènent au Cameroun et qui vont vous dire que Paul Biya est un anticolonialiste, Paul Biya est un panafricaniste, ce sont des menteurs. L'histoire de Paul Biya est là pour dire d'où il vient, qui l'a promu, qui l'a placé là. En 1992, il y a eu une élection présidentielle au Cameroun, après le retour du pseudo-multipartisme. Paul Biya a été battu dans les urnes par le leader de l'opposition d'alors, feu le président Nidjon Frundi, qui était à la tête de la coalition de l'Union pour le changement, UPC, sur la base de son parti Social Democratic Front. Bien perdu dans les urnes, mais le général Semengue, qui était chef d'état-major de l'armée camerounaise à l'époque, par ailleurs, lui-même issu de l'armée coloniale française, qui avait participé aux crimes de guerre et aux crimes coloniaux français en Indochine et en Algérie, Semengue a dit que si Paul Biya avait reconnu sa défaite en 92, l'armée aurait pris le pouvoir, parce qu'il était inconcevable pour lui, Semengue, et pour la France, qu'un anglophone bamileke gouverne le Cameroun. Ce sont les mots du général Pierre Semengue. D'accord? Maintenant, on continue la lecture. Je passe au paragraphe suivant. Paul Biya dit ceci. La nécropole nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire. Un lieu du souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici, à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie, comme ailleurs en Europe, donné de leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. C'est très intéressant ce que Paul Biya est en train de dire ici à la France. Ce qu'il est en train de dire à l'Europe, c'est qu'elle a été libérée par l'Afrique. Et comme il n'a pas le courage de le dire clairement, il dit il y a de nombreux soldats qui sont dans les tombes ici, qui sont venus de partout ailleurs, et c'est grâce à ceux-là globalement qu'il y a la liberté. Il n'a pas le courage de dire nous, Africains, nos parents ont constitué l'essentiel de l'armée de libération française. C'est l'Afrique qui a libéré la France et non l'inverse. Paul Biya ne peut pas le dire. Il fait un gros paragraphe comme ça, dans lequel il met tous ensemble des gens qui n'ont pas consenti les mêmes sacrifices.
Je tiens à rappeler, parce que j'ai étudié l'histoire de la résistance française, que quand le général de Gaulle se rebelle, il entre en rébellion, il est condamné à mort par le régime Pétain et il s'enfuit parce que si on l'arrête, il va être fusillé. De Gaulle, qui est condamné à mort pour tentative de coup d'État et qui par la suite va renverser le régime de Vichy dans le cadre d'un coup d'État, d'une rébellion militaire. De Gaulle, le putschiste noble, le putschiste libérateur de la France. Alors, quand il commence sa grande rébellion contre le régime de Vichy qui s'est soumis à Hitler, j'espère que vous savez que le premier commando de Charles de Gaulle, le premier bataillon que Charles de Gaulle possède pour combattre et libérer la France est composé de moins de 200 soldats. On l'appelle le fameux commando Kiefer. Ils étaient exactement, si je ne m'abuse, 177. Il y avait 177 Français prêts à mourir avec Charles de Gaulle pour libérer la France. Tous les autres vaquaient à leur occupation et ils applaudissaient le maréchal Pétain. C'est pour ça que de Gaulle fuit la France, parce qu'il n'y avait pas assez de Françaises et de Français prêts à résister contre Hitler et contre Vichy. Il fuit la France et il va aller chercher le soutien des Anglais, le soutien des Américains. Ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il vienne en Afrique, dans les colonies françaises, et qu'il obtienne le ralliement, non seulement des administrateurs des colonies, c'est le cas par exemple de Félix Éboué au Tchad, mais il lui faut, grâce à ces administrateurs des colonies, recruter massivement des Africains qui vont aller mourir pour libérer la France. Les troupes africaines constituaient l'écrasante majorité de l'armée de libération de France. De telle façon que, s'il y avait vraiment une reconnaissance française envers l'Afrique, jamais on ne demanderait à un Africain issu des anciennes colonies ou des anciens territoires sous tutelle française d'Afrique un visa pour entrer en France. Parce que quand il fallait venir en France, mourir pour la libérer, il n'y a pas eu de visa. Je rappelle que les Africains ont constitué l'écrasante majorité de l'armée de libération de la France ou de Gaulle. Je vous demande d'aller consulter les chiffres. De telle façon que la structure des batailles de libération de la France, la structure tactique de la bataille était la suivante. Première ligne, les nègres et les arabes, issus des colonies africaines et moyennes orientales de la France. Première ligne, les nègres, les noirs et les arabes. D'accord? Deuxième ligne, les soldats du rang de l'armée française, les rares soldats du rang de l'armée française. Troisième ligne, les sous-officiers français. Quatrième ligne, les officiers supérieurs français, loin là-bas derrière. Cinquième ligne, les commandants de l'armée française. Voilà la structure de l'armée de libération et bien de la France. Vous avez entendu les 5 lignes? Notez les 5 lignes. Allez relire les livres d'histoire critique de la guerre de libération de France. Aucune localité n'a été libérée sans que la chair à canon africaine ne soit en première ligne. Première ligne, les Noirs d'Afrique. Je dis bien première ligne. Deuxième ligne, donc les Noirs d'Afrique et les Arabes, issus des colonies et des territoires sous tutelle. Deuxième ligne, les soldats français du rang, les blancs français du rang. Deuxième ligne. Vous savez, le soldat sans grade français, le blanc, il est en deuxième ligne, il n'est jamais en première ligne. Dans la structure, quand il y a confrontation avec les Allemands. D'accord? Troisième ligne, les sous-officiers français. Quatrième ligne, incapable de dire toute la vérité à ses interlocuteurs. Mais, gêné aux entournures, parce que il est en fin de vie, il faut quand même qu'il parle. Paul Biya continue. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur dont l'apport à la victoire finale a été significatif. Vous savez ce qu'ils appellent la France libre dans leur livre d'histoire? C'est-à-dire, en fait, les colonies françaises qui n'étaient pas occupées par les Allemands. Oh non, mais c'est incroyable, quoi. La notion de France libre, il ne faut pas la prendre comme ça à la légère. Les historiens néocolonialistes et colonialistes sont très forts dans la création de concepts fumeux. On appelle France libre, dans l'historiographie française, les colonies françaises qui n'étaient pas arrachées par les Allemands. Et c'est dans cette France-là, cette France coloniale,
ces territoires colonisés par la France, que De Gaulle va venir chercher des soldats pour libérer la métropole française. On appelle abusivement France libre les colonies françaises dans lesquelles De Gaulle est venu chercher des troupes pour libérer la France. Or, ces colonies, en tant que colonies, justement, n'étaient pas libres. Voilà pourquoi, scientifiquement, je conteste le concept de France libre, appliqué au contexte des deux guerres mondiales du XXe siècle. L'Afrique n'a jamais été la France libre. L'Afrique était sous occupation coloniale française. Quand De Gaulle est arrivé, s'appuyant sur l'administration coloniale, il a recruté au forceps des soldats. Beaucoup d'ailleurs ont été amenés dans les deux guerres mondiales françaises sans leur assentiment. Ils y ont été amenés de gré ou de force. Beaucoup ont été capturés. Plusieurs de ces soldats étaient des mobilisés involontaires. Ils étaient forcés d'y aller. C'était des forçats de guerre. On leur disait, vous montez dans le bateau, vous allez combattre. Et ils montaient parce que c'était la meilleure solution pour ne pas être exécutés immédiatement. Donc, Paul Biya utilise le concept de la France libre pour l'appliquer à des territoires qui étaient sous colonisation française, c'est-à-dire sous crime de guerre, sous crime contre l'humanité, sous pillage français. C'est la preuve qu'il ne s'est pas décolonisé intellectuellement. Le concept de France libre appliqué à l'Afrique est un concept creux. Il ne correspond pas à la réalité des peuples africains sous colonisation française. Vous ne pouvez pas faire équivaloir le concept de colonisation et le concept de liberté. Quand De Gaulle, dans les années 40, débarque à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, il débarque à N'Djamena, il débarque à Douala, il débarque à Pointe-Noire ou à Brazzaville, De Gaulle débarque dans des colonies françaises. Ce ne sont pas des territoires libres, ils ne sont pas libres. Les Africains sont dans les fers. Et l'essentiel des troupes avec lesquelles il va combattre pour libérer la France, ce sont des troupes qui ont été constituées par le pouvoir de contrainte coloniale. Voilà la vérité. Donc, récusez-moi et évacuez-moi le concept de Gaulle qui serait le ralliement des territoires de la France libre. Non, c'était la France coloniale. Et les ressortissants de ces territoires ont été ralliés de force. Alors, Paul Biya continue un peu son histoire ambiguë. Il dit c'est entre autres dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considéré comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe, que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940. Ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Les troupes dont le colonel Leclerc prend aussitôt le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. Ça, c'est de l'histoire rédigée par un néocolonisé. Le Cameroun ne s'est jamais rallié à l'armée française. Ce sont les colons français du Cameroun qui ont constitué une armée de ralliement pour soutenir de Gaulle. Est-ce que vous voyez comment Biya participe au storytelling, au narratif du colonialisme français et du néocolonialisme français? Si on dit que le Cameroun s'est rallié à la France pour combattre le nazisme, il faudrait que l'État camerounais existât. Est-ce que l'État camerounais existait en 1940? N'a-t-il pas été proclamé indépendant en 1960? Il n'y avait pas un État du Cameroun. Il y avait une colonie française, une colonie britannique du Cameroun en 1940. On peut donc parler de ralliement du Cameroun, mais de ralliement des colons français du Cameroun. Leclerc, qui commandait des troupes en Afrique, commandait justement les troupes françaises du Cameroun. C'est lui qui décide de rallier le général de Gaulle. Il faut savoir que d'autres colons qui ne croyaient pas que de Gaulle soit capable de gagner, refusaient de le rallier. Ce fut notamment le cas de plusieurs des colons en Afrique du Nord qui résistaient à de Gaulle. En Afrique noire, les militaires colons, quant à eux, pour la plupart, rallient le général de Gaulle. L'administrateur colonial Félix Eboué au Tchad va provoquer le ralliement au général de Gaulle. Mais ce n'est pas le Tchad qui rallie le général de Gaulle. Ce n'est pas le Cameroun qui rallie le général de Gaulle. Ce sont les colons français de ces territoires-là qui constituent des troupes de ralliement. Est-ce que vous comprenez? Bon, Paul Biya ici participe au narratif mensonger, au narratif anti-scientifique de l'historicité, l'historiographie coloniale française, qui veut présenter les peuples africains comme ayant été déjà des États et des gouvernements qui ont souverainement décidé de participer aux guerres de la France. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas un gouvernement africain du Cameroun.
il n'y avait pas un État africain du Cameroun, géré par les Camerounais, pour qu'on puisse dire que le Cameroun a rallié la France. Vous comprenez? Et tout le paragraphe là, que je viens de vous lire de Paul Biya, est faux. C'est du mensonge. C'est de la flatterie. En réalité, c'est la dictée qu'on leur a appris à l'école coloniale. La génération des penseurs, des intellectuels africains et même franco-africains à laquelle j'appartiens ne peut pas consommer cette bouillabaisse historiographique. C'est nul. Paul Biya, son paragraphe là est nul. Il n'y a jamais eu de ralliement du Cameroun à la France. Non. Ralliement des colons français du Cameroun à Charles de Gaulle dans son combat pour libérer la France. Oui, voilà la vérité. Paul Biya continue. Là maintenant, il va essayer de valoriser le fait qu'on est venu chercher de la chair à canon au Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions qui plus tard ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Ils passent par la Tunisie dès 1942, puis par la Sicile en Italie et par la Corse ensuite, sans omettre le Tchad. Partout où les combats les ont menés, ces valeureux soldats venus de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont en revanche payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté, ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronné de gloire. En ce jour de souvenir, nous leur devons un immense respect. Bon, tout ce gros paragraphe de Paul Biya a pour but de dire que ce sont les Africains qui ont libéré la France. Ce sont les Africains qui ont libéré la France. Il pouvait le dire clairement. Et il devait dire, parmi ces Africains, les Camerounais ont amplement participé. Mais la question est la suivante. Est-ce que le Cameroun était libre quand des Camerounais ont participé à libérer la France? Réponse non. Là, il y a une contradiction dialectique. Ont-ils libéré la France pour que la France soit libre? Quelle est sa question? Excuse-moi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il demande? S'il peut aller... excusez-moi, mes amis. Qu'est-ce qu'il demande, Oumar? Qu'est-ce qu'il demande? Oui, alors qu'il aille, qu'il revienne dans 1 heure. C'est bon? Ok, je continue mon exposé. Alors, donc, la question est la suivante. Les Camerounais qui ont participé à libérer la France, est-ce qu'eux, ils étaient libérés de la France? Je commence la question parce que là, on doit réfléchir, on est en 2024. Et quand des gens s'asseyent pour écrire des discours comme ça, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils sachent que les gens qui réfléchissent vont les écouter. Ils sont artisans de la libération de la France. Mais est-ce qu'eux-mêmes avaient été libérés? Je veux dire, est-ce que les colons français qui occupaient le Cameroun ont quitté l'occupation? L'une des choses les plus atroces que les Africains aient vécues, c'est le fait que, au moment où les Africains participaient à libérer la France s'organisait à mieux confisquer l'Afrique, à mieux dominer l'Afrique. Je recommence. Et c'est l'une des plus grandes incongruités qui fait le paradoxe de De Gaulle. De Gaulle, héros, libérateur de la France, et De Gaulle, bourreau, emprisonneur des Africains. C'est-à-dire que l'Afrique donne son sang pour libérer la France du nazisme. Pendant ce temps, De Gaulle est en train de reformuler le colonialisme sous la forme du néocolonialisme. Pendant que l'Africain est en train de crever dans les batailles de France pour que le Français soit libéré du nazi allemand, les responsables coloniaux français en Afrique sont en train de réécrire la colonisation, de rédiger les accords de défense et de coopération, de rédiger la structuration du contrôle militaire de l'Afrique. Ils sont en train de mettre en place des dirigeants corrompus à la tête de l'Afrique pour continuer à piller l'or, le pétrole, le manganèse, le gaz, l'uranium, piller les richesses de l'Afrique. Cela a été organisé pendant que les Africains libéraient la France. Donc, là encore, dans ce discours de Paul Biya, on voit que c'est un paragraphe creux. Il y manque la dialectique de l'histoire. Les Africains qui participaient à l'armée française pour libérer la France n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. Ils sortaient de territoires coloniaux. Ils étaient enrôlés de gré ou de force. Enrôlés de gré ou de force. Et même à l'intérieur de l'armée française, ils n'étaient pas traités comme les soldats français blancs, puisqu'ils étaient des supplétifs coloniaux.
Voilà pourquoi ils étaient en première ligne et qu'eux, ils pouvaient mourir avant tous les autres. Mais c'est le nom de Leclerc qu'on retient. C'est le nom de Delattre Tassigny, leur chef, qui était bien derrière, qu'on retient. Vous comprenez? Mais c'est eux qui mouraient avant les autres. Pourquoi mouraient-ils avant les autres? Mais parce qu'ils n'étaient pas libres. Si les Africains de l'armée de libération de la France étaient en première ligne, parce que c'était des esclaves, parce que c'était des colonisés, c'est la seule raison pour laquelle on les mettait devant. La structure de l'armée coloniale obéit à la structure de la société coloniale. Oui ou non? Donc, même ici, dans ce paragraphe, Paul Biya rate tout. Il met ensemble les maîtres et les esclaves. La gloire des maîtres ne peut pas rejaillir sur leurs esclaves. La gloire des esclaves ne peut pas rejaillir sur leurs maîtres. Halte au confusionnisme historique. Paul Biya est un artisan du confusionnisme historique. Mais c'est ce qu'on leur a appris à l'école des hautes études coloniales. On leur a appris à mentir. On leur a appris à tout mélanger. On leur a appris à tout cafouiller. C'est ce qu'on leur a appris à l'école coloniale. Pour tromper les Africains, toujours il faut mélanger les choses. Il ne faut jamais s'exprimer clairement. Bon, Paul Biya quand même a bientôt 92 ans et il se sent un certain courage. Il dit maintenant, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, il n'y aurait jamais eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les noirs et autres tirailleurs. Qu'est-ce que c'est difficile à accoucher? Je recommence cette phrase. Il n'y aurait jamais eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontés, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les noirs et autres tirailleurs. Mais si c'est le cas, pourquoi les noirs, les étrangers remplissent-ils les centres de rétention et d'expulsion de France? Si c'est le cas, pourquoi maintient-on une monnaie néocoloniale comme le franc CFA sur la tête des Africains? Pourquoi veut-on à tout prix transformer les bases militaires françaises en bases de mercenaires français? Pourquoi? Si vraiment on reconnaît que c'était une alliance sacrée, qu'est-ce qu'il y avait de sacré dans cette alliance? Au regard de la persistance du néocolonialisme français en Afrique. On met des moyens énormes pour imposer aux Africains que ceux qui leur ont fait du mal leur ont fait du bien. En quoi l'alliance était-elle sacrée? Lisons Paul Biya. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. Je ne le crois pas. C'est une phrase qui n'a aucun sens. Le colonisé était enrôlé de gré ou de force dans l'armée française. Il ne savait même pas quel était l'idéal de justice ou de paix pour lequel il se battait. On lui disait, tu nous suis. Si tu ne nous suis pas, tu es contre nous. On te flingue. Il était de gré ou de force enrôlé. Il savait que pour vivre un peu plus longtemps, il lui fallait s'engager. Donc quand on nous dit que tout le monde s'est battu pour des idéaux universels de paix et de justice, je ne crois pas que le soldat africain recruté de gré ou de force dans l'armée française pendant la période coloniale ait eu une conscience suffisante des enjeux géopolitiques mondiaux qu'il y avait. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ils ne parlaient même pas le français. Donc je ne vois pas comment ils auraient pu avoir accès aux textes expliquant les grands enjeux géopolitiques internationaux. La plupart des soldats qui ont participé à la libération de la France ne comprenaient rien à la guerre. Je veux dire au sens de sa signification, au sens de sa portée mondiale. Ils savaient qu'on les amenait combattre, ils allaient combattre. Vous comprenez? Donc ça, c'est une réécriture fausse de l'histoire par Paul Biya, pour flatter ses maîtres. Cette vision était respectueuse de nos différences, respectueuse de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions et des civilisations. Ce n'est pas vrai. Si c'était respectueux, il n'y aurait pas eu la France-Afrique. Il n'y aurait pas eu la réorganisation des pseudo-indépendances. Ce n'est pas vrai, Paul Biya. Il n'y a pas eu de respect. Ce respect manque encore. Même maintenant, je suis en train de donner une conférence dans laquelle je décrypte votre discours. Pour les néocolons français, ce que je fais là, c'est un crime de lèse-majesté. De quel droit je peux relire le discours de leur invité pour montrer les limites de ce discours et montrer que Paul Biya, comme ceux devant qui il parle en 2024 en Provence, appartient au bloc colonialiste, au bloc néocolonialiste. Oui, puisque je suis en train de décrypter, rien que ça. C'est déjà pour un certain nombre de milieux néocolonialistes français et dictatoriaux africains. C'est un crime. Mais de quel droit il ose dire ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'il relie le discours de Paul Biya pour montrer que c'est contradictoire et que Paul Biya ment?
Pourquoi? On est en 2024. Il est toujours interdit à un intellectuel africain de mon rang, avec les études que j'ai faites. Il lui est toujours interdit de procéder à cet exercice, l'analyse critique des discours. Je peux me tromper, mais au moins il faudrait que ça soit normal que j'analyse de façon critique les discours politiques. Sinon, on m'a envoyé à l'école, pourquoi? Le Cameroun, mon pays natal, m'a envoyé à l'école jusqu'en 1993. Il m'a donné une licence en philosophie. Vous voulez que je fasse quoi avec cette licence? Ce n'est pas analyser les aberrations de Paul Biya, entre autres. La Côte d'Ivoire, ma première patrie africaine d'adoption, elle a contribué à ma formation. Elle m'a donné une maîtrise d'enseignement en philosophie. Elle m'a donné un diplôme d'études approfondies en philosophie à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, l'Université d'Abidjan, Cocody. Vous voulez que je fasse quoi de tout ce que j'ai appris là avec mes maîtres? Si ce n'est analyser ce genre de discours et éclairer mon peuple. Je suis venu en France en 2000 et j'y ai fait une thèse de philosophie en travaillant dans les universités de Poitiers et de l'île 3, dont je suis docteur. Vous voulez que je fasse quoi de toutes ces études si ce n'est délivrer le peuple français du colonialisme, du néocolonialisme et de l'impérialisme qui y persiste, en même temps que je me bats pour l'émancipation africaine? Toute l'école que des fonds publics des États africains et français ont contribué à me faire faire, elle a pour but de me rendre capable de les émanciper. Donc, je ne fais que rendre ici, pour ainsi dire, l'ascenseur à ces peuples qui ont contribué à l'éveil de mon esprit par leur sacrifice. Vous comprenez? Mais on est aujourd'hui en 2024. Moi, ça fait 5 ans que je suis persécuté pour mes idées en France. Quand Paul Biya vient parler de « Oh, ça a été fait dans le respect de nos différences, de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations », il se fout du monde, Paul Biya. Ça n'a pas été fait dans cet esprit. Ce respect n'existe pas encore. La crise franco-africaine actuelle, c'est précisément parce que le respect des différences, de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions et des civilisations n'est pas encore au cœur de la pratique politique française. Et la plupart des pays africains, dirigés par des suppôts de la France, souffrent du même mal que la France. L'autocratie. Le refus de la pensée critique remettant en cause des intérêts immérités et illégitimes. Oui, et Paul Biya lui-même est un grand pratiquant de cette intolérance envers précisément la diversité d'opinion. C'est pour ça que les prisons politiques du Cameroun sont pleines. Voilà encore un paragraphe, je ne sais pas de quoi il parle, Paul Biya. Quand on regarde sa pratique politique en 42 ans au Cameroun, le massacre des anglophones, les prisons politiques qui sont encore pleines, le pays qui est en deçà du seuil de pauvreté depuis pratiquement maintenant plus de 30 ans. On regarde les Camerounais qui crèvent sur les routes de migration du Sahara dans la mer Méditerranée. Quand on regarde le bilan du régime de Paul Biya, en 1997, l'un de ses opposants, et non moins ancien médecin personnel, Titus Ezoa, disait déjà que c'était un bilan dramatiquement désolant, en 1997. Que dira-t-on en 2024? Rien qu'entre les deux principales villes du Cameroun, il n'y a pas une route viable. Les deux principales villes du Cameroun, Douala et Yaoundé, il n'y a pas une route fiable. Tous les jours, des êtres humains y crèvent, parce que cette route est une souricière pour laquelle des centaines de milliards d'argent public ont été détournés par les membres du régime. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Où est-ce qu'il y a eu respect dans cette relation? Où est-ce qu'il y a eu du respect pour les Africains dans le système mafieux de la France-Afrique? Où? Qu'ils nous disent tout. Quoi, le 9 novembre 2004, quand l'armée française tire et tue plus de 60 Ivoiriens sans procès jusqu'aujourd'hui? C'est ça le respect qu'il y a eu entre les peuples? Là, récemment, au Niger, au Burkina Faso, quand elle flingue des Nigériens et des Burkinabés qui manifestent pour lui demander de quitter son sol, à bout portant, sans être jugé. Où est le respect? Dans les 60 coups d'État organisés par les services français ici en Afrique pendant tout le XXe siècle, 60 à 100 coups d'État, c'est ça le respect? Paul Biya parle de quoi? Le soutien aux pires dictatures, les lettres de félicitations à des violeurs de constitution, des présidents à vie autoproclamés, des embastilleurs d'opposants. C'est ça le respect des différences. Qui lui a dit d'écrire cette phrase? Reconnais à chacun de nous un droit égal à la dignité. Paul Biya, est-ce que tu respectes la dignité de ton propre peuple, le peuple camerounais? Tu respectes les Camerounais?
On peut poser à Paul Biya la question. Paul Biya, est-ce que tu respectes les Camerounais? Prenons simplement cette année 2024. Combien de fois as-tu rencontré les Camerounais? Qu'est-ce que tu as vécu avec les Camerounais? Dans quelle de tes actions politiques tu as montré un souci pour les Camerounais? Laquelle? Prenons 2024. Paul Biya, raconte-nous. Raconte-nous tes interactions avec le peuple camerounais. Le seul mode de présence de Paul Biya au Cameroun, c'est une formule utilisée par ses collaborateurs pour administrer, que dis-je, prétend-il, gouverner le Cameroun. C'est la formule sur hautes instructions du chef de l'État. La plupart du temps, le chef de l'État est invisible. On entend seulement le mantra de ses collaborateurs, sur hautes instructions. Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence, sur hautes instructions. Le Premier ministre, sur hautes instructions. Le ministre des Relations extérieures, sur hautes instructions. Tout le monde, même le président de la Fédération de football du Cameroun, sur hautes instructions. Voilà quelqu'un qui dit qu'en France, on a reconnu notre droit égal à la dignité. Alors que lui-même, déjà dans son pays, il ne respecte pas son peuple. Alors, il continue. J'ai pour ma part la conviction que la solidarité internationale et une meilleure prise en compte des attentes des intérêts d'autres pays, particulièrement ceux du Sud, ramènerait dans le monde aujourd'hui une plus grande paix. C'est aussi cela le sens de notre présence ici. Ça, c'est une phrase vague. Paul Biya veut dire, bon, il veut dire à ses maîtres français, arrêtez de nous écraser. C'est trop. Il aurait pu écrire une seule phrase. Ne nous écrasez plus comme ça. C'est trop. Même nous-mêmes, qui sommes vos collaborateurs, nous-mêmes, on dit que c'est trop. Donc, s'il vous plaît, baissez un peu la dose. Donc, Paul Biya peut dire ça clairement, mais on lui a appris à faire des longues phrases pour éviter de parler clair. Paragraphe suivant. Il nous reste 2 pages. Il y a 6 pages. Il nous en reste 2. La 5e et la 6e. Nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des 2 guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale restent et demeurent perfectibles. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le déni des autres guerres, la volonté permanente de dominer, d'exploiter, de construire un monde à son unique avantage, sont entre autres les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Vous voyez toutes ces longues phrases-là? Paul Biya explique que la guerre est aux portes de la France, la guerre est aux portes de l'Europe. Pourquoi? Quelles sont les causes? Parce que le droit international, non, les causes sont, je commence la liste des causes. L'esprit de revanche. Bon, qui veut se venger? Vous voyez comment il est flou? Qui veut se venger? Si quelqu'un veut se venger, c'est qu'on lui a fait du tort. Commence par savoir ce qu'on a fait à quelqu'un avant de l'accuser d'esprit de revanche. Deuxième cause, nous dit Paul Biya, la violation flagrante de la souveraineté des États. Mais de qui parle-t-il? Qui a violé de façon flagrante la souveraineté des États? Qui continue de détenir une monnaie qui contrôle 15 pays africains financièrement? Ce n'est pas la France? Macron est assis face à lui. Qui viole de façon flagrante la souveraineté des États africains? Si ce n'est pas, d'abord, son vis-à-vis numéro 1. La France, gouvernée par Emmanuel Macron. De quel droit la Banque de France contrôle-t-elle les avoirs de 15 pays africains? Paul Biya ne peut pas dire ça clairement. Est-ce que la violation de souveraineté, c'est quelque chose de compliqué? Bon, écoutez, qui décide pour les pays africains à l'ONU? Qui détient la plume pour parler de 15 pays d'Afrique francophone à l'ONU, alors que ces pays sont supposément indépendants? Il n'est pas assis face à toi. Pourquoi tu ne peux pas nommer cela? De quel droit possédez-vous encore le contrôle de notre monnaie? De quel droit rédigez-vous les résolutions sur nous aux Nations Unies? Voilà les bonnes questions d'un chef d'État qui veut parler clair. Mais Paul Biya, il veut passer entre les gouttes parce qu'il croit qu'on l'a bien formé. L'intolérable mépris des peuples ressurgit du passé. Qui méprise quel peuple? Est-ce que les Africains méprisent le peuple français? Le mépris, ce sont les puissances négrières, ce sont les puissances coloniales, ce sont les puissances néocoloniales et les puissances impérialistes.
Il faut les nommer, M. Biya. Ceux qui ont vendu des êtres humains sur 3 continents, ce sont tous les méprisants. Sarkozy a été plus courageux que Biya. Monsieur Sarkozy, vous nous avez dit quel est le continent le plus barbare. Monsieur Sarkozy, vous êtes plus courageux que Paul Biya. Sarkozy va nous dire quel est le continent le plus barbare. Monsieur Sarkozy. Hein? Ouais. Attendez, on lui donne la parole. Je vais vous dire une chose. Ouais. L'Europe, tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah bon? C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Ah bon? C'est l'Europe. Ouais. Je vais vous dire autre chose. Très bien. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Ok, monsieur Sarkozy, c'est bon. Je voulais juste C'est en Europe qu'on est. Je voulais juste faire remarquer aux Africains qui m'écoutent et au monde entier qui m'écoute que Sarkozy est plus courageux que Biya. Lui, au moins, il sait qu'il est coupable de barbarie envers les Africains depuis 600 ans. Ce sont les puissances occidentales, principalement, moyen-orientales aussi. C'est vrai. Sarkozy, lui, il appelle un chat, n'est-ce pas? Et que fait Paul Biya? Il fait des formules vagues. Il fait des formules vagues. Continuons à le lire. Quelles sont les causes? Violation flagrante de la souveraineté des États. Bon, écoutez, Paul Biya fait une lecture géopolitique qui n'a pas le courage de dire ce qu'il pense. Bon, écoutez, pourquoi le Cameroun n'a pas condamné la Russie à l'ONU? Est-ce que vous savez que le Cameroun n'a pas voté pour condamner la Russie à l'ONU? Parce qu'il avait été demandé, les grandes puissances occidentales avaient demandé à tous les États membres de l'ONU de choisir de condamner ou non la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le Cameroun Paul Biya a demandé à l'ambassadeur du Cameroun à l'ONU d'aller dormir à la maison. Le jour où l'ambassadeur a dormi, on l'appelle, on dit c'est l'heure du vote. Il dit non, j'ai oublié, j'avais trop sommeil, j'avais mal à la tête. C'est comme ça que le Cameroun n'a pas participé au vote. Mais pourquoi le Cameroun n'a pas condamné la Russie? Il faut avoir le courage. Soit la Russie a violé la souveraineté de l'Ukraine, et dans ce cas-là, le Cameroun devait condamner la Russie, soit alors c'est l'Ukraine, soutenue par l'OTAN, instrumentalisée par l'OTAN, qui a provoqué la Russie, notamment en s'attaquant aux russophones ukrainiens depuis 2015. Et dans ce cas-là, la Russie n'a fait que se défendre. Paul Biya est là, au lieu de reconnaître qu'il n'a pas voté contre la Russie, parce qu'il sait que les Russes ont des raisons de se défendre contre le régime néo-nazi d'Ukraine, et bien faire des phrases vagues. Le droit international diversement interprété. Mais qui interprète diversement le droit international? Ce sont les grandes puissances occidentales en particulier. Ce sont les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. On ne juge pas les citoyens américains à la Cour pénale internationale, mais eux, ils veulent qu'on juge les autres. Ils rêvaient même d'y envoyer Poutine. Les Américains, les Français, qu'on ne juge pas à la CPI, eux, ils veulent juger les Russes à la CPI. Ils veulent juger les Chinois à la CPI. Pour les Africains, alors, c'est facile. Ils les ramassent, ils les amènent là-bas. C'est de ça qu'il faut parler. Si Paul Biya était un homme qui a le courage de la vérité, il dirait l'instrumentalisation de la Cour pénale internationale contre les Noirs africains, alors qu'on ne peut pas y juger les Américains et les Français. Voilà, c'est ça, quelqu'un qui parle pour éduquer le peuple. Mais il est là. L'oubli ou le déni des autres guerres. Il faut citer les guerres. La guerre du Congo, où l'Occident est caché derrière le Rwanda et l'Ouganda pour dépecer le Congo. Il faut en parler. La guerre au Sahel, qui a été provoquée par l'invasion de l'OTAN avec la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne en 2011, l'assassinat de Kadhafi. Paul Biya doit citer nommément les guerres instrumentales de l'impérialisme occidental. Il ne les cite pas. Il continue. L'instrumentalisation des droits de l'homme. Qui instrumentalise les droits de l'homme? Qui fait du chantage aux droits de l'homme tout le temps? C'est les puissances occidentales, qui elles-mêmes sont coupables des plus grands crimes de guerre, des plus grands crimes contre l'humanité, depuis plusieurs siècles, jamais jugés. Ils ont massacré des centaines de milliers de Japonais en 1945, c'est jamais jugé. Ils ont massacré en Libye, massacré au Vietnam, ils ont massacré en Algérie, massacré au Cameroun, massacré à Madagascar, massacré en Côte d'Ivoire, ils ont massacré en Centrafrique, massacré partout, ça n'a jamais été jugé. Mais ce sont eux qui font les rapports des droits de l'homme sur le monde entier. Paul Biya ne peut-il pas citer les puissances coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité? Il n'a pas le courage de Mandela. Mandela, lui, il a dit ça clairement. Il a dit qu'il n'y a pas une puissance qui ait commis plus de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ces derniers siècles que les États-Unis d'Amérique. Mandela a dit ça. Voilà ce qu'on appelle le courage de la vérité. Paul Biya est là. Bon,
La volonté permanente de dominer. Mais qui a la volonté de dominer? Qui veut maintenir ses bases militaires à tout prix sur le dos des Africains? Qui veut sauver le franc CFA, continuer à pomper nos richesses ici en Afrique? C'est qui? Ce sont les Africains. Paul Biya continue. La volonté d'exploiter. Mais qui exploite l'Afrique depuis des siècles? Paul Biya ne peut-il pas nommer? De construire un monde à son unique avantage. Mais qui veut imposer sa dictée à la terre depuis longtemps? N'a-t-on pas trouvé dans les emails de Mme Clinton les vraies raisons pour lesquelles ils ont assassiné Kadhafi et détruit la Libye? Ils ont pourtant été clairs. Il faut tuer Kadhafi parce qu'il risque de mettre en place une monnaie qui va mettre fin à la suprématie du dollar, à la suprématie de l'euro, à la suprématie du franc CFA sur l'Afrique. Voilà ce que les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks, nous ont enseigné. Paul Biya est incapable de documenter ses arguments. Il est incapable de documenter ses arguments. Vous prenez ce genre de type au sérieux? Un discours lâche. Il continue. Voilà des choses, des ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Que signifie la fin de cette phrase de Paul Biya? Il veut dire que les coupables sont ici. Notre présence ici doit révéler la lueur de ces hommes. C'est-à-dire qu'il veut dire à Macron, vous êtes dedans. Vous êtes concernés. Parce que la lueur de toutes ces causes de guerre-là, elle est présente ici. Mais comme ce sont en même temps quand même ces maîtres français, ceux à qui il doit le pouvoir au Cameroun, alors il leur parle d'une manière feutrée. Et Paul Biya continue. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Pourquoi il fait une longue phrase comme ça? Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme. Mais le terrorisme, Paul Biya peut-il, à son niveau de responsabilité, faire semblant de ne pas savoir qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique? Ici, là, son paragraphe ne signifie rien. C'est vague. Il devrait dire les grandes puissances occidentales de l'OTAN qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique sont priés de démanteler les organisations qui sont leurs proxys pour déstabiliser l'Afrique et le monde. Il faut arrêter d'utiliser le terrorisme comme une variable de déstabilisation planétaire vous permettant d'imposer la prépondérance de vos intérêts. Ça, c'est la bonne phrase qu'un véritable, c'est la bonne phrase qu'un véritable dirigeant africain aurait. C'est la bonne phrase qu'un véritable dirigeant africain aurait bien fait. C'est la bonne phrase qu'un véritable dirigeant africain aurait faite. Vous comprenez?